Si je vous dis Rwanda, Tchernobyl, Fukushima, séisme d'Haïti, Charlie Hebdo, Covid-19, mis à part le fait que vous vous demandez si je suis pas en train de faire un AVC, vous vous demandez sûrement quel est le lien entre ces différents événements. Le point commun entre ces différents événements, c'est le partage émotionnel qui s'en dégage. En d'autres mots, le besoin d'exprimer une expérience émotionnelle majeure. En 1910, lors du séisme de San Francisco, le père de la psychologie William James décrit le besoin que les sinistrés ont à parler de l'expérience qu'ils viennent de vivre. Ce besoin est si intense qu'il est impossible de dormir dans les tentes servant de refuge à cause des bavardages continuels. Les événements que j'ai cités précédemment ont généré et génèrent encore pour certains un fort partage émotionnel. Vous demandez sûrement si ce phénomène est propre aux expériences émotionnelles intenses. Eh bien pas vraiment. En réalité, une observation attentive de la vie quotidienne révèle que les conversations les plus communes sont émaillées du récit des épisodes émotionnels qui la rythment. Le chercheur en psychologie sociale Bernard Rimet a réalisé 8 études indépendantes sur un total de 913 personnes des deux genres, âgées de 12 à 72 ans. Les personnes ayant participé à cette étude devaient se remémorer puis décrire en détail une expérience émotionnelle qu'ils auraient vécue récemment. Ils devaient par la suite répondre à des questions comme « Avez-vous parlé de cet événement à quelqu'un ?» À cette question, si on compile l'ensemble des résultats des 8 études, on observe que le taux de partage de ces événements dépasse les 88%. Si on demande aux participants le délai qu'il y a eu entre l'événement émotionnel et le partage des émotions qui y sont liées, on remarque que 60% des participants en ont parlé le jour même. Lorsqu'ils ont demandé à l'ensemble des participants la fréquence à laquelle ils en avaient parlé, 73% des sujets avouaient en avoir parlé à plusieurs reprises. Le partage émotionnel a donc une apparition stable et élevée. Il est généralement initié très vite après l'événement ayant provoqué l'émotion. Il a un caractère récurrent et il est proportionnel à l'intensité émotionnelle vécue lors de l'événement. Ah, et contrairement aux stéréotypes, le partage émotionnel ne présente aucune différence entre les hommes et les femmes. L'épidémie de Covid-19 et les mesures de précaution qu'elle a engendrées, comme le confinement, ne sont pas des situations communes. Elles vont donc exacerber le besoin de partage que nous avons. Il se trouve d'ailleurs que nous vivons dans une époque où le partage des émotions peut être fait de bien des manières, et ce, même sans avoir quelqu'un en face de nous. Ce qui nous fait passer de ça à ça. Sembla que le niveau d'interaction a littéralement explosé sur les réseaux sociaux comme les sujets pour Covid-19 et confinement. Ce qui est intéressant, c'est que pour la recherche sur le partage des émotions, il est assez paradoxal d'exprimer ses émotions quand elles sont négatives. Quand on raconte une expérience émotionnelle intense, qu'elle soit positive ou négative, nous réactivons des émotions qui ont été vécues lors de cette expérience. Ce qui en toute logique devrait nous donner plus envie de partager nos expériences positives et devrait créer une aversion pour le partage d'expériences négatives. Devinez quoi ? C'est clairement pas le cas. Dans les expériences que je vous ai décrites juste avant, la dernière question du protocole d'expérience venait interroger les sujets sur leur envie de participer à nouveau et directement à une expérience quasi identique à celle qui venait de passer. 94% des participants ont manifesté l'envie de recommencer, peu importe l'émotion qu'on leur avait demandé d'exprimer. Le partage des émotions en cette période de Covid-19 s'accompagne de son lot de galères, mais aussi d'un grand nombre de bénéfices. Dans un premier temps, il sera intéressant de savoir comment le SARS-CoV-2 est passé de simple virus à une vraie star des réseaux sociaux. Tout a commencé par une bonne grosse contagion sociale, et là je vous parle pas d'épidémie liée à une maladie. La contagion sociale est décrite comme une communication des croyances et des émotions qui vont se renforcer et se multiplier au fur et à mesure qu'elles se propagent. Il y a peu de temps, des chercheurs ont sorti une étude sur les réseaux sociaux en lien avec le Covid-19. L'objectif de cette étude était de prédire l'apparition d'une épidémie d'information. Et là, on voit que de janvier à février, où je vous rappelle que la situation en France c'était plus ça, le nombre de personnes qui chaque jour parlent du Covid-19 augmente de façon importante. Ils ont mesuré le taux de reproduction de base, aussi appelé R0. Alors, ce qu'on appelle taux de reproduction de base, ça sert généralement à mesurer le degré de contagion d'un virus. Pour parler d'épidémie, il faut que votre taux de reproduction de base il soit supérieur à 1. Prenons un exemple. Si votre taux de reproduction de base pour un virus est égal à 2, ça veut dire que cette personne va en moyenne contaminer 2 autres personnes. Selon les réseaux sociaux, on a un taux de reproduction de base qui varie de 1.46 à 4.6. Ce qui donne une forte transmission de l'information, ce qui est une très bonne chose car ça permet aux gens d'être informés très vite. Enfin ça, c'est si on relaye que les bonnes informations. Ce qui, vous vous en doutez, n'est clairement pas le cas. Si on prend l'exemple de Twitter, par exemple, on voit que 11% des informations partagées viennent de sources questionnables. Mais ce n'est pas tout. On est face à une épidémie nouvelle et de grande ampleur. Le nombre de publications scientifiques sur le sujet Covid-19 a littéralement explosé ces dernières semaines. Et certaines de ces informations peuvent donc devenir très vite obsolètes, ce qui rend la contagion sociale imparfaite en termes de communication, d'information. Les situations dans lesquelles l'être humain aime le moins se retrouver, ce sont les situations d'incertitude. Elles peuvent générer un panel d'émotions négatives comme la colère, la frustration, la tristesse et peuvent même aller jusqu'à générer des états dépressifs. L'un des problèmes qui survient lorsque des personnes se mettent à partager des informations en masse, c'est qu'on commence à y prêter plus de crédit. Quand vous voyez un mec sur Twitter qui dit
Oh là là, lol, PTDR, c'est la fin du monde, #Covid-19, #ZN. Vous allez prendre probablement cette information à la légère. Par contre, si d'autres personnes partagent en masse cette information, vous le savez si vous avez vu notre vidéo sur le conformisme, mais vous avez beaucoup plus de chances d'y adhérer ou d'y accorder de l'importance. Il est possible que le sentiment de panique qui s'est emparé de la France soit dû à un manque d'informations précises sur le sujet, ce qui a provoqué une confusion de la population, confusion qui a été exacerbée par les informations contradictoires reçues. Un gouvernement qui passe d'un discours rassurant. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. À un discours grave. Nous sommes en guerre. Ou qui nous dit de rester chez nous mais qu'il faut tout de même aller voter, des magasins qui disent ne pas craindre des ruptures de stock face à des photos de rayons vides. Ces informations contradictoires sont un terreau formidable pour créer une forte confusion. La confusion n'était pas uniquement liée aux informations contradictoires que nous avons reçues sur le Covid-19. Pour sortir de cette confusion, nous générons des comportements de compensation qui sont eux aussi fortement médiatisés et qui tendent à créer de nouvelles lignes de conduite à suivre. Nous sommes des êtres dont les comportements sont définis socialement. Nous avons besoin de normes qui vont prescrire et modeler nos comportements, croyances et opinions. Cela nous aide généralement à savoir comment nous comporter. Généralement, les comportements de santé sont prescrits par le gouvernement qui est censé suivre les recommandations scientifiques. Ce qui donne par exemple « vaccinez-vous contre la rougeole pour éviter de répandre des épidémies » ou « il vaut mieux se laver les mains pour éviter de répandre des maladies ». Or, quand on tombe dans une situation d'incertitude ou face à une absence de normes pour prescrire des comportements, un effet bien connu en psychologie sociale se met en place. La preuve sociale. La preuve sociale se base sur le principe suivant. Quand on ne sait pas quoi faire, on va généralement regarder ce que font les autres pour savoir quoi faire. Par exemple, pour le Covid-19, se mettre à faire des provisions ou adopter des manières de saluer qui sont socialement plus acceptables dans les nouvelles conditions d'hygiène. On va avoir aussi un deuxième effet qui rentre en course, c'est le biais de rareté. Alors le biais de rareté, ça dit que les individus accordent plus de valeur à un objet rare et moins de valeur à un objet disponible en abondance. Et là c'est marrant parce qu'ils disent que notre cerveau associe la rareté à une chose positive, luxueuse et unique. Vous voyez le paradoxe là-dedans? Avant que vous soyez pris d'une méchante envie de vous couper de tous vos réseaux sociaux, suite à ce descriptif carrément badant sur le partage émotionnel, laissez-moi vous parler d'une théorie. Selon Adlai Cantril, et d'ailleurs selon pas mal de chercheurs en psychologie sociale, nous vivons dans un monde qui est représenté. C'est-à-dire un monde dans lequel nous présumons que les choses fonctionnent d'une certaine manière. Lorsqu'on se retrouve confronté à la réalité, notre vision du monde peut s'aligner avec celle-ci, alors que d'autres fois, la prise de conscience peut être assez brutale. La théorie de Cantril dit que les émotions naissent du paradoxe qu'il y a entre notre monde imaginaire et le monde réel. Pour reprendre ces mots, il écrit que nous ressentons des émotions quand il se produit quelque chose à quoi notre monde représenté ne nous avait pas préparé. En ce qui concerne la situation actuelle, Covid-19 a littéralement mis notre monde imaginaire en position latérale de sécurité. On passe d'un monde où on se pense en sécurité, qu'on a sûrement renforcé ces dernières années en voyant des épidémies de très loin qui n'affectaient pas vraiment notre population, à un monde où une bonne partie de notre population reste confinée chez elle pour éviter de propager un virus qui a déjà contaminé beaucoup de monde. Avec cette perspective, on comprend mieux l'angoisse et la panique collective qu'il y a eu durant les premiers jours où cette épidémie a été prise au sérieux. L'apparition du Covid-19 dans l'espace social vient rompre la continuité qu'il y avait entre un monde représenté et le monde tel qu'il est réellement. À ce moment-là, face à un tel paradoxe, nous générons un sentiment d'incertitude. À l'image de la faim qui est un motivateur pour se nourrir, l'incertitude est un état d'inconfort qui nous motive à retrouver du sens. Dans le cas d'une émotion négative, nous nous retrouvons face à une faille du système de représentation dont nous nous servions pour aborder la réalité, lui donner un sens et conduire nos actions. L'expérience de la confrontation à ces failles génère un sentiment d'insécurité, d'impuissance et d'aliénation. Au début de cette vidéo, je vous expliquais que lorsqu'il nous arrive une expérience générant une émotion, nous ressentons le besoin de l'exprimer. Mais que cela est paradoxal dans l'expression d'émotions négatives, car elles restimulent les émotions vécues lors de la situation. Dans un premier temps, lorsque nous racontons des expériences négatives à des personnes, nous activons chez eux des manifestations de réconfort, de validation, de soutien et surtout d'intégration sociale. Les inconvénients de la réactivation des émotions négatives lors du récit de l'expérience sont donc largement compensés par les bénéfices socio-émotionnels apportés par les personnes à qui nous partageons notre histoire. L'intégration et le soutien social sont des sources de bienfaits innombrables. Un article est sorti il y a peu de temps en réaction aux médias, revues spécialisées et même aux recommandations du gouvernement par rapport à la distanciation sociale. Cet article vient souligner une mauvaise utilisation de ce terme car celui-ci implique de s'isoler socialement. Ils prennent l'exemple d'une étude réalisée dans les années 50 par un psychologue du nom de Stanley Schachter.
Dans la première condition, il fait croire aux participantes qu'elles vont subir des chocs électriques provoquant des souffrances physiques difficilement tolérables, bien qu'elles ne laisseront aucune séquelle. Ça, c'est la condition de forte anxiété. Dans la seconde condition, il annonce des chocs électriques qui ne provoqueront aucune souffrance physique. Ça, c'est la condition de faible anxiété. Une fois qu'il finit de leur expliquer tout ça, il leur dit que la salle d'expérience n'est pas encore disponible et qu'elles doivent attendre en salle d'attente. Il demande donc dans chaque condition aux participantes si elles préfèrent patienter seules ou en groupe avec les autres participantes de l'expérience. Et précise que même si elles décident d'attendre en groupe, aucune conversation ne sera autorisée. Dans la condition de forte anxiété, 63% des patientes choisissent d'attendre en groupe, contre 33% dans la condition de faible anxiété. Dans une variante de l'expérience, on leur propose d'attendre avec un groupe qui ne recevra pas de choc électrique. Le résultat est aussi sans appel, les participantes pour cette variante préfèrent attendre seules. Schachter conclut que l'anxiété entraîne le désir d'être avec d'autres personnes, pourvu que ceux-ci soient dans la même situation que nous. On a tendance à sous-estimer l'impact que peut avoir l'intégration et le soutien social sur notre santé. Si on suit les résultats d'une méta-analyse sur les liens entre relations sociales et mortalité, on observe que l'absence de soutien social et le manque d'intégration constituent des facteurs bien plus déterminants pour la mortalité que le fait de fumer, de consommer de l'alcool, de ne pas faire de sport ou de souffrir d'obésité. En l'absence d'indicateurs distincts et de guides pour nos opinions, nos émotions et nos comportements, échanger avec des personnes dans la même situation que nous permet de jauger la peur ressentie par les membres de notre groupe et de savoir quel comportement adopter. Ça nous sort de l'incertitude et nous permet de créer un sens sur la situation que nous vivons. Même si ça peut nous faire des trucs qui ont l'air d'être absurdes, comme vider des stocks de papier toilette ou provoquer la panique, c'est en droit toujours plus rassurant pour une personne de paniquer en groupe que de rester seule dans son incertitude. Applaudir les soignants au balcon, faire des apéros aux fenêtres ou sur Skype, appeler des personnes dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps pour savoir si elles vont bien, tous ces comportements sont des actes de socialisation. Des rituels qui nous permettent de donner du sens à une situation qui n'en a pas encore, de trouver des consignes nous permettant d'agir et de jauger nos émotions en observant celles de nos pairs. Ça sonne peut-être un peu niais dit comme ça, mais c'est une réalité. Dans une situation de confinement comme on la vit aujourd'hui, renforcer le lien social qui nous unit est une priorité. Donc prenez soin de vous, et surtout prenez soin de vos proches, car ça, vous pouvez le faire même en restant chez vous.